Bonjour, aujourd'hui une chronique de l'Anaconda de Matthew Gregory Lewis qui a été publiée en fait dans la revue Bifrost puis sur le blog de la revue et dont je livre maintenant une version un peu plus longue, un peu plus dans le format habituel de ce blog et de cette chaîne. À mains égards, l'anglais Matthew Gregory Lewis est l'homme d'un seul livre, considéré comme un des chefs-d'œuvre du mouvement gothique, Le Moine. Ce roman horrifique et scabreux lui a valu bien des admirateurs, dans les lettres anglaises tout d'abord, mais aussi au-delà. De par chez nous, nous pourrions ainsi citer, et sans surprise, le Marquis de Sade, ou encore, plus tard, Antonin Artaud, qui a adapté le roman plus qu'il ne l'a traduit. Le succès a été tel et l'assimilation de l'auteur à son livre si prononcée qu'il y a gagné le surnom de Monk Lewis. Pourtant, l'auteur ne s'en était pas tenu là et a fait publier, mais sans jamais atteindre de nouveaux pareils succès, des ouvrages assez divers, parmi lesquels un recueil intitulé Romantic Tales en 1808. C'est de ce recueil qu'est extrait le présent texte, sous-titré originellement Conte indien, qui avait déjà bénéficié d'une traduction française, mais l'ensemble n'avait jamais été réédité depuis 1822. Les éditions Finitude ont décidé de republier uniquement l'Anaconda, ce qui nous vaut un petit ouvrage fort joli, même si sans doute un peu cher, présenté dans une nouvelle traduction signée Pauline Tardieu-Collinet, des plus agréables. Le mot même d'Anaconda est aujourd'hui évocateur de bien des images et mythes, mais c'était probablement moins le cas à l'époque, ou différemment peut-être. Le serpent géant, peu ou prou inconnu, figurait bien une incarnation ultime de l'exotisme, avec des oripeaux de légende. Il semblerait que Lewis ait en partie trouvé son inspiration dans un article publié en Angleterre en 1768, rapportant un fait divers tout ce qu'il y a d'étonnant, impliquant donc un anaconda dans l'île de Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka. Ce qui en soi constitue déjà une étrangeté, du moins pour un lecteur moderne. En effet, il n'y a pas d'anaconda à Ceylan. Le serpent géant est associé pour l'essentiel à l'Amérique du Sud, mais il est vrai qu'il peut évoquer des pythons de belle taille du sous-continent indien et de Ceylan, d'où une possible confusion, qui est allée au point où l'on a parfois supposé que le mot même anaconda provenait du cingalais, hypothèse semble-t-il abandonnée aujourd'hui pour ce que j'en sais. Mais peu importe, sans doute. Il s'agissait de dépayser le lecteur, et peut-on supposer de lui procurer, via la créature hors norme, de délicieux frissons pouvant toujours emprunter à la manière gothique, tout en bénéficiant d'un cadre autrement exotique que la vieille Europe, et l'Italie notamment, des romans noirs. C'est lent. Pourquoi pas? Et que Lewis n'y ait alors jamais mis les pieds, n'était en rien un problème, à tout prendre ses lecteurs non plus. De toute façon, Lewis s'amuse. C'est tout particulièrement sensible dans les premières pages du roman, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est très très court pour être vraiment qualifié de roman, où, bien loin de Ceylan, nous débutons l'histoire dans un salon anglais on ne peut plus feutré et élégant. Un milieu sans doute que l'auteur a envie de railler. Ces premières pages ne manquent pas d'humour et la satire sociale est de la partie, qui s'exprime à plein dans ce cercle relativement fermé, avide de ragots horriblement scabreux, tout droit sortis de l'imagination de quelques romanciers gothiques. Quoi qu'il en soit, on y jase avec délice sur la très suspecte fortune qu'un jeune homme du nom d'Evrard Brooke a soudainement acquise lors d'un séjour à Ceylan. Cela va très loin, on l'accuse bientôt de meurtre, et notamment celui d'une innocente jeune femme. Or, dans ce salon, c'est bien du futur mariage du jeune homme que l'on débat. Oserait-on livrer sa fille à pareil monstre? La suspicion s'accroît, les projets de mariage tombent à l'eau avant même que l'on ait sommé l'aventurier de s'expliquer. Il n'y échappera pourtant pas. Scandalisé, le jeune homme entend plaider sa cause, maintenant qu'on le confronte à la perfide rumeur. Mais il a bien des choses à raconter, éloigné autant que possible de ce salon mesquin et propre sur lui. C'était assez lent, et cela impliquait, figurez-vous, un serpent géant. Quel rapport? Mais Évrard rapporte comment la demeure où il résidait là-bas a soudain subi les assauts d'un de ces redoutables serpents géants qui terrifient tant les zoonochtones. L'anaconda est un mangeur d'hommes, et maintenant qu'il est là, il ne s'en ira pas tant que sa faim colossale n'aura pas été assouvie. Or le maître de maison, c'est fâcheux, était séparé de sa jeune épouse autant que d'Évrard, et l'on n'a plus de nouvelles de lui depuis que le serpent a fait son apparition. Est-il déjà la victime de l'anaconda? Non. Mais peut-être que cela ne tardera guère, dans la mesure où il est assiégé par le monstrueux animal dans une autre partie éloignée de la résidence. Il faudra bien tout le courage de l'héroïque Évrard et de son compagnon de circonstance, le dévoué esclave indien du maître de maison, pour délivrer ce dernier de cette indicible menace. L'anaconda décrit en long et en large par Lewis est certes monstrueux,
et doué de capacités pour le moins singulières qui en font une créature de cauchemar. Pour autant, il n'a en fait rien de surnaturel, ou du moins n'est-il pas présenté comme tel. Ses aptitudes étonnantes, et à vrai dire peu crédibles, peuvent faire sourire le lecteur contemporain, mais sans doute y croyait-on alors. Quoi qu'il en soit, ses facultés sont censément propres au serpent géant des environs. L'animal en cause n'a, à cet égard, rien d'exceptionnel. Nul fantastique ici, donc, nulle survivance de temps antédiluviens, par exemple. On peut être tenté par la comparaison cinématographique. À cet égard, l'anaconda de Lewis n'a rien de King Kong, il évoque bien davantage le requin blanc des dents de la mer, dont il figure à sa manière un bien lointain précurseur. Il faut cependant y ajouter une dimension, éventuellement, celle du siège de la demeure par la titanesque créature, principal élément générateur de frissons, en principe, dans cette histoire. Même si Évrard et son compagnon esclave devront bien affronter la bête sur son terrain, cette jungle plus que jamais périlleuse, où nul n'ose les suivre tant que la menace rôde. Étonnant contraste du coup avec l'introduction gothique en salon. On n'y revient que pour une conclusion des plus brèves, et aussi heureuse et convenue que vous pouvez le supposer, avec peut-être heureusement un sourire en coin de l'auteur, auquel le lecteur complice est tenté de répondre de la même manière. Le mélange de satire sociale so-british et d'aventure coloniale n'est sans doute pas d'une cohérence à toute épreuve, mais le résultat est plaisant. L'ouvrage étant par ailleurs assez joli, avec son papier épais et sa noire frise reptilienne reprise à chaque page, on pourra donc y trouver son compte. En regrettant peut-être la focalisation sur cet unique texte, décidément trop court, car si c'est plaisant, c'est tout de même fort dispensable. Une sympathique curiosité, disons, probablement guère plus.